c'est la première preuve visuelle que nous avons d'Éric Schwamm présent à Faïdoli. Il a appuyé sur la rambarde. Il n'y avait jamais que des enfants juifs, il y avait des enfants qui étaient là parce que les parents les avaient mis ici pour des raisons de santé, mais c'était aussi des enfants dont les familles habitaient Saint-Étienne, avaient peur des bombardements et les mettaient à l'abri ici. C'était très, très mélangé, si l'on peut dire. Et c'est la raison pour laquelle on ne savait pas si les enfants étaient juifs ou pas juifs. Le nouveau propriétaire voudrait en faire une résidence où vivront en colocation des personnes de différentes générations. On a vraiment eu un coup de cœur pour cette maison et voilà, on ne connaissait pas l'historique en fait. Là où je suis aussi content, c'est qu'on poursuit un petit peu avec cette maison. On peut faire une maison de partage et d'accueil et c'est tout à fait dans l'esprit de cette maison, dans l'esprit du Chambon qui a toujours été une terre d'accueil. Pour brouiller les pistes en cas de rafle des Allemands, les Schwamm ne peuvent pas rester longtemps au même endroit. Il y a au moins un autre lieu où ils ont été cachés, la maison du grand-oncle de cet homme, Guy Laforie. Oui, j'ai entendu qu'il y avait l'héritage et monsieur le maire du Chambon qui faisait une demande aux gens qui auraient connu ceux qui avaient hébergé la famille Swan. Et ça s'est trouvé que c'était un membre de ma famille, mon grand-oncle. C'était un petit paysan qui avait 3 vaches. C'était une petite ferme et sa femme Fanny était couturière. Mais c'était des gens simples, très simples. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour madame, bonjour monsieur. Il fait pas chaud aujourd'hui. Vous allez vous mettre au chaud, c'est bien. C'est une source de fierté de savoir que cette maison a accueilli des gens persécutés. Ouais. Voilà. Et de savoir que les anciens propriétaires étaient des gens droits, courageux. C'est en regardant au dos de cette photo de famille que Guy Laforie a compris. Le nom des Schwamm y est écrit. J'ai pris la photo et j'ai vu que ça s'écrivait... Celle-là de photo. Oui, celle-là de photo. J'ai vu que ça s'écrivait pareil. C'est comme ça que j'ai contacté Denise Valla. J'ai trouvé que ce qu'avait fait mon grand-oncle Hippolyte, c'était bien, quoi. Moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment, ils risquaient gros en accueillant comme ça ces familles juives. C'est des gens qui n'écoutaient que leur conscience, en fait. Hein. Ouais. Même, ça se disait même pas dans la famille, quoi. Moi, je l'ai appris très tard. Je suis fier de ce qu'a fait mon grand-oncle Hippolyte et sa femme Fanny. C'est au 2e étage que la famille Schwamm aurait été cachée. Un grenier, à l'abri des regards. Alors évidemment, ce grenier est devenu un dortoir aménagé avec des boxes. Donc il faut essayer d'imaginer ce qu'il était à l'époque où les Schwamm ont été accueillis. Ma mère m'a expliqué que la famille Schwamm était au grenier. Les Schwamm avaient la possibilité de surveiller ce qui se passait à l'extérieur, bien sûr. Donc de pouvoir donner l'alarme éventuellement, enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. Hein. Dès son arrivée au Chambon, le petit Éric Schwamm est scolarisé. Il n'a que 13 ans. Mais, 80 ans plus tard, son ancien camarade de classe garde un souvenir très précis du personnage. Mon fils était sur la table, j'avais la salle de séjour,
Il ouvre le journal, il dit il y a un réfugié juif qui vient de mourir à Lyon et qui donne toute sa fortune au Chambon. Alors j'ai dit, comment il s'appelle? Parce que j'en connaissais pas mal. Éric Schwamm. J'ai dit, mais c'était mon copain. Il dit, c'est pas vrai. Et si? Alors je leur ai raconté. C'était un garçon qui était calme, qui était posé, qui était gentil. Et je le revois arriver dans la cour de l'école tous les jours, calmement, paisiblement. Il était habillé simplement, avec une certaine élégance. D'ailleurs, il avait une élégance naturelle. Hein. Vous savez, il y a une de mes anciennes camarades d'école avec laquelle on s'est trouvé cet été, qui l'a connu. Et elle disait, mais il était beau garçon. Au Chambon, il a trouvé la quiétude, la paix. Après ces tribulations à travers la France, dans plusieurs camps, je pense qu'il avait trouvé la paix au Chambon et la sécurité. En 1944, la fin de la guerre approche. Les Schwamm vont enfin pouvoir vivre au grand jour. Donc fin 44, l'immense majorité des réfugiés sont partis. Il n'en reste que quelques-uns qui vont partir souvent en 1945 ou un petit peu plus tard. Et les seuls pratiquement qui restent, à notre connaissance, ce sont les Schwamm, qui donnent l'impression de vouloir, d'après ce que l'on sait, de vouloir rester en France après la guerre. C'est le moment aussi où Éric est inscrit au collège Chevenols. Il passe son bac en 1949, il a 19 ans. Nous sommes en pleine forêt, sur le plateau de la Haute-Loire, à quelques kilomètres du Chambon-sur-Lignon. Monsieur Theiss, vous qui en êtes le fondateur, dans quel esprit dirigez-vous ce collège? Cet esprit, cet idéal, nous l'avons résumé dans cette devise « Éducation chrétienne internationale pour la paix ». Vous avez fondé ce collège en 1938 avec 15 élèves. Maintenant, vous en avez 500. Quelle a été l'évolution? Le collège a été tout petit au début. Pendant la guerre, le collège a augmenté de 80 à 100 élèves chaque année. Et jusqu'en 1949, officiellement, ils sont domiciliés au Chambon. Et sur le registre des étrangers, leur départ est indiqué, je crois, en septembre 1949. Et c'est le moment où Éric quitte le Chambon pour aller à Lyon pour débuter ses études de pharmacien. Les parents Schwamm retournent en Autriche. Éric, lui, reste en France pour débuter ses études de pharmacie. Et il va devoir batailler pour obtenir la nationalité française. En regardant sur l'annuaire des anciens internes, j'ai vu qu'il était ancien interne et donc je me suis adressé aux 11 anciens internes qui étaient présents à l'époque et j'ai pu retracer son parcours. Il a commencé son stage en pharmacie en 1950 et à cette époque-là, les études de pharmacie duraient 4 ans après le stage. On terminait par un examen final et avant cet examen final, en 1953, il a passé l'internat et il a réussi. Et ensuite, il a fait 3 ans d'internat et il a eu son diplôme en 1956, mais qui n'a été validé qu'en 1957, quand il a pu obtenir la nationalité française, pour laquelle il a été obligé de faire de nombreuses démarches. Elle ne lui était pas accordée. Et j'ai ici une lettre qu'il a écrite au ministre de la Santé pour pouvoir obtenir la nationalité française. C'est assez émouvant. Il explique, ayant fait mes études en France, je peux affirmer que je ne connais pas d'autre culture que celle qui m'a été enseignée dans les établissements français. Et la langue française
est en réalité ma langue maternelle. Monsieur le ministre, je ne désire plus retourner en Autriche, d'où j'ai été chassé en 1939 pour des raisons raciales, et où actuellement, plus que jamais, fleurit un nazisme qui n'est pas officiel et qui est du moins aussi répandu qu'en 1938. La nationalité est pour moi une affaire d'existence pour la vie. On ne lui a pas donné comme ça la nationalité française alors qu'il était depuis 12 ans en France.